Russie, 1812. Napoléon envahit son ancien allié avec la plus grande armée que l'Europe n'ait jamais connue. Mais pour l'empereur français, le coup décisif reste désespérément hors de portée. La résilience de la Russie ne ressemble à rien de ce qu'il a connu jusqu'à présent. Et alors que l'hiver approche, son armée entame la retraite, la plus infâme de l'histoire. Septembre 1812. 10 semaines se sont écoulées depuis que Napoléon a envahi la Russie avec plus d'1 demi-million d'hommes. L'empereur français souhaitait une victoire rapide sur les Russes. Une victoire qui forcerait l'empereur Alexandre à faire la paix et à accepter les conditions françaises. Mais à Vitebsk, puis à Smolensk, l'armée russe, en infériorité numérique, avait échappé de justesse à ses griffes. La ville sainte de Smolensk avait pratiquement été détruite. Napoléon a avancé profondément en Russie. Et des mois de marche ont laissé son armée décimée par la maladie et l'épuisement. Elle n'a plus que la moitié de ses effectifs d'origine et l'été est presque terminé. Mais finalement, à 110 km à l'ouest de Moscou, près du village de Borodino, les Russes se retournent pour lui offrir la bataille. Napoléon a une chance de remporter la victoire décisive qui, selon lui, mettra fin à la guerre. L'armée russe, commandée par le général Koutouzov, un vétéran de 67 ans et borgne, occupe une position défensive sur les 2 routes principales reliant Smolensk à Moscou. La première armée du général Barclay de Tolly se trouve sur la droite. Son centre étant protégé par la rivière Kalatcha, aux rives abruptes mais peu profondes et facilement franchissables. La deuxième armée du prince Bagration se trouve sur la gauche, une position plus ouverte mais renforcée par d'importants ouvrages de terrassement, la Grande Redoute, et ce que les Français surnomment, en raison de leur forme, les flèches. Une autre redoute avancée de Tchevardino doit retarder l'avancée de l'ennemi. Les historiens contestent toujours la taille de l'armée russe, mais il est probable que Koutouzov avait environ 121 000 hommes et 680 canons à Borodino. Le 5 septembre, l'armée de Napoléon commence à arriver de l'ouest. Environ 130 000 hommes et 585 canons. Napoléon voit rapidement qu'il faut prendre la redoute de Tchevardino avant de pouvoir déployer son armée. Il ordonne donc un assaut immédiat. L'attaque est menée par la 5e division du 1er corps de Compan, appuyée par le 5e corps polonais au sud. Au cours de plusieurs heures de combat acharnés, la redoute change de main plus d'une fois. Mais tard dans la soirée, les Russes finissent par se retirer sur leur ligne principale et la redoute tombe aux mains des Français. Sa capture leur a coûté environ 4000 victimes, tandis que les Russes perdent environ 6000 hommes. Napoléon remarque le peu de prisonniers capturés, un signe inquiétant de la détermination inébranlable de l'ennemi. Les 2 camps passent la journée suivante à se préparer à la bataille. Le maréchal Davout, commandant le 1er corps français et largement considéré comme le subordonné le plus compétent de Napoléon, demande à l'empereur d'utiliser son corps pour lancer une attaque de débordement large vers le sud. Mais Napoléon rejette l'idée, la jugeant trop risquée, et commença à se préparer à la place à un assaut frontal massif sur les défenses russes.
Peu après l'aube du 7 septembre, des prêtres orthodoxes défilent devant l'armée russe, ainsi qu'une des icônes les plus sacrées de Russie, Notre-Dame de Smolensk. Ce fut un spectacle émouvant pour de nombreux soldats russes pieux, dont des milliers ne verront pas le soleil se lever. La bataille commence à 6 heures du matin, lorsque les batteries françaises ouvrent le feu avec une canonnade assourdissante contre les défenses russes. Le 4e corps d'Eugène avance sur le visage de Borodino, légèrement tenu par les chasseurs de la garde impériale russe. Après avoir nettoyé le village, son infanterie traverse la Kalatcha et avance vers la Grande Redoute, mais il est repoussé avec de lourdes pertes. Les Russes brûlent le pont sur la rivière, mais ne lancent pas de contre-attaque. Et Eugène a pu installer des canons dans le village pour tirer de flanc sur la Grande Redoute. Au centre, le 1er corps de Davout entame sa progression vers les flèches, sous un feu nourri. Alors qu'à droite, le 5e corps polonais, chargé de prendre Utitsa, est bloqué dans les bois et les ravins. Leur lente progression permet au 3e corps de Touchkov d'envoyer une division vers le nord pour renforcer les défenses des flèches. Kutuzov, à son quartier général de Gorki, ne participe que peu à la bataille, laissant les décisions tactiques à ses subordonnés. Barclay et Bagration ont passé la majeure partie de l'été à se disputer furieusement sur la stratégie. Mais à l'heure de la crise, ils mettent leurs différences de côté. Ils voient que l'attaque française principale tombe sur le centre et la gauche russe. Alors Barclay ordonne au 2e corps du général Bagovout de se diriger vers le sud pour renforcer Bagration. Les combats autour des flèches s'intensifient. Les Français capturent l'un des retranchements, mais ils sont chassés par une contre-attaque russe. Davout lui-même est blessé au cours des combats, en tombant de son cheval mourant. Mais il refuse de quitter le terrain. Lorsque la cavalerie russe contre-attaque, le maréchal Murat lui-même mène la cavalerie française en avant pour les rencontrer. Le 3e corps de Ney se joint alors à l'attaque des flèches. Une charge des cuirassés russes oblige Murat à se réfugier dans un carré d'infanterie wurtembergeoise. Avec sa tenue flamboyante et son courage téméraire, Murat s'était même fait un nom parmi les Russes. Les Cosaques en particulier le tenaient en très grande considération et étaient impatients de le capturer vivant s'ils le pouvaient. Au sud, les troupes polonaises s'emparent d'Utitsa, que les Russes incendient avant de se retirer. Mais les renforts du général Bagovout arrivent juste à temps pour consolider le flanc russe. Vers 10 heures, Eugène lance une nouvelle attaque sur la Grande Redoute. Elle est brièvement capturée par la 1re division de Morand, avant que ses hommes ne soient repoussés par une féroce contre-attaque russe. Le commandant de l'artillerie de l'armée russe, le général Kutaïsov, âgé de 27 ans, est tué alors qu'il menait l'une de ces contre-attaques. Une mort héroïque, mais un coup difficile porté à l'organisation de l'artillerie russe pour le reste de la journée. Les combats continuent de faire rage autour des fortifications des flèches. Jusqu'à 6 assauts français majeurs ont lieu, impliquant 45 000 hommes, avec des centaines de canons des deux côtés, crachant le feu sur les rangs serrés. Plus d'une fois, l'infanterie française parvient à pénétrer dans l'une des positions russes, pour être à nouveau repoussée par une charge de baïonnettes. Le corps westphalien de Junot est envoyé en renfort pour aider à chasser les tirailleurs russes des bois au sud. Le général Bagration est au plus près de l'action, supervisant la défense des flèches, menant des renforts avancés et ordonnant des contre-attaques. Vers 10 heures, il est touché à la jambe par des éclats d'obus. Mortellement blessé, il est transporté hors du champ de bataille.
Ébranlé par la perte de son commandant emblématique, l'infanterie russe épuisée commence à reculer et les Français mettent enfin la main sur les flèches. Le maréchal Murat mène alors en avant la division de Friant, la dernière réserve du premier corps, appuyée par des vagues de cavalerie lourde sur les deux flancs. Les grenadiers russes forment des carrés pour repousser les cuirassés français, pendant que leur propre cavalerie de la garde engage les Français dans une mêlée géante et confuse, menant à de lourdes pertes des deux côtés. Les Russes résistèrent avec acharnement, mais l'assaut combiné de l'artillerie, de la cavalerie et de l'infanterie française se révèle irréversible. Alors que les Russes se retirent, l'infanterie de Friant se ferait un chemin jusqu'au village de Samenovskaya. Le centre russe est en désordre et semble sur le point de s'effondrer. Le moment est venu pour Napoléon de porter le coup de grâce. Pendant la majeure partie de la journée, Napoléon reste à son quartier général près de Shevardino. Ceux qui l'entourent diront plus tard que la maladie, ainsi que les efforts de la longue campagne, l'avaient laissé fatigué et irritable. Alors que le centre russe cédait, Murat et son état-major l'exhortèrent à envoyer sa dernière réserve, la garde impériale. L'empereur refuse. « Et s'il y a une autre bataille demain ?» leur demanda-t-il. « Où est mon armée ?» Mais il fit ici une exception. Barclay continua à déplacer des troupes de son aile droite non engagées pour renforcer le centre. Ensuite, le 4e corps d'Osterman-Tolstoï arriva derrière le centre russe. Les observateurs français craignent qu'il ne se rassemble pour une attaque. Napoléon ordonne donc à l'artillerie de la garde du général Sorbier d'avancer. Ces batteries crachent un feu dévastateur sur l'ennemi. Pourtant, alors qu'elles sont fauchées dans leur rang, l'infanterie russe tient bon. Sur l'aile droite russe, tout sera calme. Le général Platov, commandant des Cosaques du Don, propose alors de mener une attaque sur le village de Borodino, faiblement défendu. Une fois l'autorisation obtenue, les généraux Platov et Ouravov mènent une force de 8000 Cosaques et chevaliers à travers la rivière Kalatcha. Ils tombent sur les troupes françaises et italiennes autour de Borodino, avec une surprise totale, semant la panique et le désordre. Le 3e corps de cavalerie de Grouchy doit être retiré de l'autre côté de la rivière pour repousser les Russes. Les commandants russes ont vu ce raid comme une occasion manquée. Cependant, il a retardé la prochaine attaque française de 2 heures et a peut-être persuadé Napoléon qu'il avait raison de retenir sa réserve. Vers 15 heures, les Français lancent leur plus grand assaut sur la Grande Redoute. Les artilleurs russes ciblent l'infanterie française qui avance vers leur front, permettant à la cavalerie française de déborder la redoute et de la charger par l'arrière. La cavalerie saxonne a été la première à y pénétrer, réduisant en miettes l'infanterie et les artilleurs russes, presque jusqu'au dernier homme. C'est un exploit étonnant de la part des cavaliers, contre toutes les règles de la guerre, et un témoignage de la férocité des combats. Alors que l'infanterie d'Eugène consolide son emprise sur la redoute, il ordonne à toute la cavalerie disponible de faire avancer l'ennemi pour exploiter ce succès. Mais ils sont repoussés et arrêtés par les dernières réserves de la cavalerie russe. Eugène implore alors Napoléon d'engager la garde impériale. Mais une fois encore, l'empereur refuse. « Je ne détruirai pas ma garde », dit-il à son état-major. « Je suis à 800 lieues de la France et je ne risquerai pas ma dernière réserve. » À 17 heures, les deux armées sont dans un état d'épuisement total.
Le champ de bataille est jonché de morts et de blessés. Certains bataillons d'infanterie ne peuvent rassembler qu'un tiers de leurs effectifs. La cavalerie ne peut avancer qu'au trot. Les équipages des canons s'effondrent d'épuisement. À l'approche du crépuscule, les combats s'éteignent lentement sur le champ de bataille. Napoléon et l'armée française s'attendent à ce que les combats reprennent le lendemain. Mais à l'aube, Koutouzov, ayant appris l'ampleur terrifiante des pertes russes, a ordonné un retrait. Les pertes des deux côtés sont énormes. Les pertes russes sont estimées à 44 000 hommes. Les pertes françaises, environ 30 000, dont 49 généraux. 12 d'entre eux ont été tués. La bataille de Borodino s'est avérée être la journée la plus sanglante des guerres napoléoniennes. L'armée russe ne peut pas livrer une autre bataille avant d'avoir reçu des renforts importants. Koutouzov décide alors d'abandonner Moscou. Le 15 septembre, une semaine après sa victoire à Borodino, Napoléon entre dans la ville. Il la trouve pratiquement déserte. Et déjà, les premiers incendies sont déclarés. Merci aux artistes Alexandre Averianov et Egor Zaïtsev pour leur aimable autorisation d'utiliser leurs œuvres dans cette vidéo. Et comme toujours, merci à tous nos supporters sur Patreon pour avoir rendu cette série possible. Découvrez comment vous aussi pouvez soutenir la chaîne et obtenir un accès anticipé sans publicité aux nouvelles vidéos en visitant notre page Patreon.